Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous croyez peut-être connaître l'histoire de Moïse, vous savez, ce nouveau-né vagissant qui a été placé dans un berceau sur le Nil, qui a été sauvé par la fille de Pharaon, qui lui donna son nom d'ailleurs. Vous connaissez donc le prophète Moïse, qui fit sortir les Hébreux d'Égypte, qui reçut la Torah sur le mont Sinaï et qui accompagna les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, c'est à une relecture de toute cette histoire une relecture un peu décalée, que nous propose aujourd'hui notre invité, Jacob Rogozinski. Bonjour. Bonjour Antoine Mercier, merci pour votre invitation. Alors vous êtes philosophe, professeur à la faculté de Strasbourg. Votre Moïse, l'insurgé, paraît aux éditions du Cerf. Vous parlez donc de votre travail comme d'une enquête, une enquête visant à découvrir le visage, disons, d'un Moïse historique. Enquête dont le propos est aussi, on en parlera, de mettre à jour ce que vous appelez le noyau de vérité du récit de l'Exode. On peut peut-être commencer par les faits pour que les choses soient claires au départ. Que nous disent les historiens, que nous disent les archéologues, et finalement, que nous dites-vous sur ce qui s'est réellement passé? Oui, alors ce que nous disent les historiens et les archéologues, c'est que tout ça, c'est des fakes. Bon, c'est une élaboration très tardive, à partir de récits oraux. Donc l'opinion dominante chez les savants, aujourd'hui, dans les milieux scientifiques, c'est qu'il n'y a pas eu d'exode, c'est que Moïse n'a pas existé, bon, c'est des légendes, etc. Et de fait, il y a des vrais problèmes quand on regarde ce que nous apprennent les historiens. Bon, l'Exode parle du départ de 600 000 esclaves ou asservis hébreux hors d'Égypte, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs bêtes. Ça ramène à plus d'1 million de personnes. Donc, quelque chose comme un traumatisme national pour l'Égypte. Or, les archives égyptiennes n'en ont gardé aucune trace. Donc là, logiquement, elles l'auraient gardé, c'est ça que vous dites? C'est probable, ouais. C'est probable. Bon. D'une manière ou d'une autre, il y aurait une trace. Or, il n'y en a pas. Puis, deuxièmement, bon, il y a un autre point qui m'a paru très problématique quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, c'est que bon, la terre promise de Canaan, pendant plusieurs siècles, disons entre disons 16e et 12e siècle avant l'ère commune, était une colonie égyptienne. Bon, c'est ce que j'appelle l'argument de Jean Valjean. C'est-à-dire, imaginez Jean Valjean, le forçat dont parle Hugo dans Les Misérables, qui réussirait à s'arracher au bagne de Toulon et à partir avec quelques compagnons à travers un long exode, à travers l'Espagne, le Maghreb. Il arriverait enfin en terre promise, en Algérie française. Bon, ça va pas. Ça va pas. Donc là, il y a un problème grave qui affecte la crédibilité du récit de la Torah. Donc il y a deux solutions. Soit effectivement les historiens actuels ont raison et il n'y a aucun fond de vérité, soit on peut chercher malgré tout un noyau de vérité historique. C'est une notion que je reprends à Freud, un fondateur de la psychanalyse. Il pense qu'il y a un noyau de vérité historique du récit biblique. Et lequel ? C'est un peu ça que j'ai cherché à découvrir dans ce texte. Alors quand même, en parlant de Moïse, vous dites « Né d'un inceste dans une tribu maudite et atteint de la lèpre, le libérateur des Hébreux aurait d'abord été un paria dans une lignée de parias ». Alors là, vous allez quand même un peu fort, malgré tout. Regardez, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à relire ces textes plus attentivement, c'est que, lorsque dans la Torah, un personnage important surgit, ou c'est vrai aussi dans les évangiles, on fait d'abord sa généalogie. On remonte à 12 ou 15 générations vers un personnage originaire, très prestigieux. Et là, pour Moïse, comme personnage très important, le plus important peut-être dans la Torah, rien. Un homme de la tribu de Lévi vient, il prend une femme de la tribu de Lévi, elle conçoit, elle enfante un fils, elle le voit, il est beau. On ne sait pas le nom du père, on ne sait pas le nom de la mère, et on ne sait pas non plus le nom que l'enfant a à la naissance. Alors que tous les autres héros de la Torah, le père ou la mère crient leur nom. Shemot, les noms, en plus. Voilà, en plus, c'est intéressant, oui. C'est son nom et aussi le nom divin, je crois, qui sont en jeu. Et donc, finalement, puisque le Moïse que nous raconte le texte biblique ne serait pas le Moïse historique, qui serait le Moïse historique? Ah, ça c'est la question, mais je reviens un peu sur cette question. Oui. Il est présenté vraiment comme un paria, parce que la tribu de Lévi, à cette époque-là, est une tribu maudite par Jacob sous son lit de mort. À la fin donc de Genèse, Moïse maudit la tribu de Lévi, enfin les descendants de son fils Lévi. Alors, certains aspects du texte, certains passages suggèrent que Moïse était atteint de Sa'at, donc une maladie de peau qu'on traduit parfois par lèpre. Donc on a la figure d'un personnage qui est effectivement un paria, un maudit. Donc la grande question c'est, comment est-ce que un appel divin réussit à transformer la malédiction en bénédiction? Et ça vaut aussi pour sa tribu, qui va devenir une tribu de prêtres, et ça vaut pour son peuple.
C'est ça, vous gardez donc le message et vous décalez un petit peu le récit, on va dire. Sur ce message, en revanche, cette interprétation que vous nous proposez dans ce livre, c'est tout de même une vision assez politique du message de la Torah. C'est une possibilité, on va dire, de libération de tous les asservissements, parce que précisément Moïse aurait été le chef de cette révolte des Abirous, qui aurait effectivement instauré un régime, on va dire une société idéale. Voilà, alors c'est ce que nous apprend l'archéologie. C'est non seulement que Canaan était pendant 4 siècles asservi au pharaon, donc la maison de servitude dont parle la Torah, elle n'était pas seulement en Égypte, elle était déjà en Canaan. Puis ce qu'on découvre, c'est qu'aux environs du XIIe siècle, dans le cadre d'une grave crise régionale, les Égyptiens se retirent de Canaan, et là les petites cités-États de ces rois qui étaient les vassaux du pharaon, ces cités brûlent les unes après les autres pendant une 50aine d'années. Donc il s'est passé quelque chose. Alors les archéologues ont montré que dans certains cas, à Megiddo, à Hatzor, c'est pas du tout une armée étrangère qui serait venue pour tout détruire, comme raconte le livre de Josué, qui à mon avis déforme totalement la réalité. Ça ressemble plutôt à un soulèvement de l'intérieur. On brûle le palais royal, on désacralise, on brûle le temple, on abat les statues des rois et des dieux, on martèle le nom d'un pharaon sur un sphinx. Voilà, donc ça ressemble à ce qu'ont fait les sans-culottes en 93 lorsqu'ils ont décapité les statues des rois sur les portails des cathédrales. Ça ressemble à un soulèvement. Alors j'ai proposé d'appeler ça la révolution israélite. Alors cette révolution, qui est une révolution politique, portée effectivement par des éléments déclassés, par une sorte de racailles qu'on appelait les Abirous. Ça c'est bon. Depuis plusieurs siècles, on savait qu'il y avait ces Abirous. Abirous, c'est quand même la même racine que voilà. Ivrite. Alors, ils sont désignés dans toute une série de textes extérieurs à la Torah, des textes égyptiens, hittites, sumériens, comme étant la racaille, des hors-la-loi, des bandes errantes de hors-la-loi, d'esclaves en fuite. Et bon, on a des textes du XIIIe siècle dans lesquels il est dit que les Abirous s'emparent des cités, qu'ils les brûlent et qu'ils tuent les rois comme des chiens. Ils tuent les rois comme des chiens. Bon. Alors, effectivement, c'est la même racine que Ivrite. C'est que Ivrite, que les Hébreux. Donc mon hypothèse, c'est que ce qu'on appelait les Hébreux étaient au départ ces révoltés Abirous qui sont joints des classes populaires pour réaliser cette révolution israélite. Alors, cette société-là idéale, vous l'appelez théodémocratie, c'est-à-dire que le pouvoir souverain n'appartient à aucun homme, il appartient à Dieu directement. Tout à fait. C'est quand même une théocratie aussi, on peut dire, bien que ce soit aussi démocratie. On ne va pas jouer sur les termes, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans cette société? C'est vraiment un moment incroyable, un surgissement de quelque chose d'idéal dans une époque et dans une société qui était à 100 lieues, évidemment. C'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, sans doute, une masse d'esclaves révoltés ont réussi à renverser le pouvoir des rois et des pharaons pour établir une société égalitaire dans laquelle aucun homme ne peut être au-dessus des autres parce que le pouvoir appartient à Dieu, à Hachem. C'est ce que dit Gideon, ce que dit Gédéon, là, quand le peuple supplie de devenir roi, à un moment donné, après sa victoire sur les Madianites, il dit non, je ne régnerai pas sur vous, ni mes fils non plus, votre roi, c'est Hachem, c'est Dieu. Voilà. Et donc je propose pareil de théodémocratie, parce que c'est vraiment le pouvoir au peuple. Ce que dit d'ailleurs Dieu au prophète Samuel, il dit « Écoute la voix du peuple ». C'est pas toi qui le rejette, c'est moi comme roi. Au moment où les anciens du peuple demandent à nouveau un roi. Donc le fondement de ce régime, c'est vraiment la voix du peuple. Donc on a affaire à une démocratie, mais une démocratie qui repose sur une configuration religieuse, sur le fait que la place souveraine ne peut pas être occupée par un homme, mais par Dieu seul. Je préfère dire théodémocratie, parce que quand on dit théocratie, on a l'impression que c'est le pouvoir des prêtres qui dominent au nom d'un Dieu. On pense à l'Iran d'aujourd'hui, ou à l'Arabie Saoudite, ou à ce que certains essayent de faire en Israël aujourd'hui. Bon, et c'est pas ça du tout. Tout laisse à penser que la révolution politique et sociale initiée par Moïse, dont vous venez de nous parler, s'est accompagnée d'une modification radicale du système de croyance. Alors, voilà. Un mot peut-être de ce Dieu de Moïse qu'il introduit finalement. Bon, alors maintenant, on commence à voir, grâce aux archéologues, on a des éléments sur la religion ancienne des Cananéens. Or, il n'y a aucun dieu, on connaît le nom de leur dieu, on connaît El, Baal, il y a des déesses, Anat, etc. Il n'y a pas le dieu dont le nom est le fameux tétragramme, Hachem. C'est un dieu étranger. C'est un dieu qui n'était pas le dieu des pères, c'est un dieu qui vient d'ailleurs, qui a donc été introduit par quelqu'un. Or, quel est le principal trait de ce dieu? Lorsqu'il se présente au début des 10 paroles, il ne dit pas « je suis le créateur de l'univers », etc. Il dit « je suis celui qui t'a libéré d'Égypte, de la maison de servitude ». C'est un dieu libérateur. C'est un dieu qui entend la plainte des asservis et qui leur envoie un libérateur. Et donc on peut penser que cette révolution israélite n'a pu réussir, n'a pu s'accomplir, que parce que quelqu'un
avait ramené d'ailleurs le culte d'un dieu qui n'était pas un dieu qui bénit le pouvoir des rois, qui sacralise les rois comme l'étaient tous les dieux des Égyptiens, des Cananéens, des Assyriens, etc., mais un dieu qui écoute la plainte des asservis, qui les appelle à lutter pour la justice. Donc cet homme qui a introduit un dieu nouveau, je propose de lui donner le nom que lui donne toute la tradition, le nom de Moïse. Et donc il y a eu quelqu'un qu'on peut appeler Moïse, qui a fait cela. Mais est-ce qu'on peut parler de révélation à ce moment-là ? Là, on rentre dans quelque chose d'un peu complexe, mais disons, tout ce que je peux dire... est-ce qu'il y a un moment Sinaï dans cette histoire ? Oui. Quelqu'un a révélé, ou Moïse a reçu, le nom d'un Dieu libérateur qui lui commande d'aller libérer son peuple et le faire sortir de la maison de servitude. Et il l'a fait. Il a introduit cette religion-là. Voilà. Et donc il y a eu quelque part révélation. Il a révélé à ce peuple pour lui permettre de briser ses chaînes. Alors, question peut-être sous forme d'objection. Le texte, on dit souvent que le texte est fait pour être transmis. Finalement, si on avait raconté l'histoire telle que vous nous la racontez aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire historique, supposément, est-ce que ça aurait eu la même fortune que ce texte de l'Exode, qui, lui, bon, il faut le reconnaître, a réussi à passer 3500 ans de génération en génération et qu'on continue de s'y référer. Donc, est-ce que vous pensez que les rédacteurs du texte, ou le rédacteur du texte, s'est occupé aussi de la transmission et que ça expliquerait le petit glissement que vous opérez? Là-dessus, je reste fidèle à ce que dit Freud. Il y a un noyau de vérité de la Torah, un noyau de vérité historique, mais il est déformé. À mon avis, il est déformé parce que ces traditions orales ont commencé par être transcrites, mises par écrit, à une période très différente, à la période des rois. C'est-à-dire à une période où il y a eu une restauration monarchique, où ce qui avait été détruit par la révolution inspirée par Moïse a finalement été reconstitué, et une restauration. Et je pense que les scribes qui travaillaient au service des rois de Juda ne pouvaient pas accepter une histoire dans laquelle on racontait que de la racaille, des pauvres, des révoltés, tuaient les rois comme des chiens. Donc ils ont modifié l'histoire pour effacer ces aspects les plus subversifs. Mais qu'est-ce qui a été transmis profondément ? Transmis par la Torah, cette idée inouïe que des asservis peuvent briser leurs chaînes, qu'on peut sortir de la maison de servitude pour créer une société nouvelle, une terre promise où règne l'égalité et la justice. Et à mon avis, c'est ça qui a traversé les siècles. Ça a traversé les siècles avec toujours quand même une fin qui n'a pas été conforme aux objectifs, c'est-à-dire ça s'est souvent terminé par la tyrannie, on va dire. Oui, mais enfin, là, je pense à cette société dont parle la Torah. C'est la période des juges, la durée 2 ou 3 siècles avant la restauration monarchique. C'est pas mal, c'est déjà bien d'avoir réussi à créer ça dans un monde dominé par les monarchies sacrées. Et puis regardez je pense à ce négro spiritual, ce très beau gospel, Let My People Go. C'est-à-dire ces esclaves africains qui n'avaient aucun rapport avec le judaïsme, qui étaient transplantés, déportés de force dans les plantations du sud des États-Unis, ils sont réappropriés ce qu'il y avait de subversif dans le récit de la Torah. Ils sont identifiés au peuple des Hébreux soumis au pouvoir des pharaons, et ils sont identifiés à ces peuples-là. C'est extraordinaire, ça montre que cette portée subversive du récit de la Torah, elle a traversé les siècles, elle a pu être réappropriée par toutes sortes d'opprimés. C'était le cas aussi dans la Révolution anglaise, c'était le cas dans toute une série de mouvements. Donc c'est cette partie-là du récit aussi qui a traversé les siècles. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que cette partie subversive, cet aspect subversif peut revenir par ce message biblique, ou est-ce que c'est enfoui? Enfin, quel est votre sentiment? Je veux dire, c'est un message qui continue de nous parler, me semble-t-il, très fortement et sur plusieurs plans. Par exemple, il existe aujourd'hui, encore une fois, des peuples opprimés, des gens qui souffrent d'oppression, et l'idée qu'on puisse briser les chaînes et renverser l'oppression, ça reste un message qui reste d'actualité. Mais je voudrais insister sur un point qui me paraît très intéressant. Lorsque Spinoza, le grand penseur du XVIIe siècle, lit de manière très très précise et très fine ce récit de l'Exode, il essaie de développer ce qu'il appelle le thème de la République des Hébreux. Et là, il trouve des choses qui sont très très proches, cette dimension subversive du texte. Et il dit au fond, Moïse, son grand travail, ça a été la division des pouvoirs.
C'est-à-dire que juste avant de mourir, il divise les pouvoirs, il donne le pouvoir politico-militaire à Josué, et il donne le pouvoir religieux, spirituel à son frère Aaron. Et ainsi, il évite que la République des Hébreux devienne une monarchie, ce qu'on appellerait aujourd'hui une autocratie. Bon, alors, diviser les pouvoirs, ça me paraît très important. Respecter la division entre le politique, par exemple, et disons le judiciaire. On vous voit venir, on va venir, Jacob. La Torah nous dit, instaure des tribunaux, combat pour la justice. Et une justice qui n'est pas soumise au pouvoir politique. Sinon, on revient à l'état des pharaons. Dans l'état des pharaons, c'est la parole du pharaon qui dit le juste. Eh bien non, la Torah nous a appris à briser ce veau d'or-là, à casser en deux. Moi, je pense que c'est important de respecter cet enseignement-là, ne pas mélanger Josué et Aaron. Voilà, ça c'est votre appréciation sur les situations politiques actuelles en Israël. Tout à fait. Voilà, on l'aura compris. Un tout dernier mot. De façon générale, vous êtes donc universitaire, je l'ai dit, on le voit. Pour certains penseurs, la tradition juive serait un élément hétérogène à l'université. C'est-à-dire, elle ne serait pas un champ d'études pertinent. Les universitaires n'auraient rien à dire sur la Torah et, réciproquement, dans le monde de l'université, tout ce qui est traditionnel est considéré comme fiction. Comment expliquer cette dichotomie et pourquoi existe-t-elle ? Et finalement, est-ce que vous souhaitez faire un passage entre les deux ? Écoutez, avant d'être universitaire, j'ai commencé par être juif et essayer de déchiffrer l'hébreu quand j'avais 7-8 ans pour préparer ma bar mitzvah. Bon, donc j'étais plongé d'abord dans cette tradition-là, longtemps avant de devenir universitaire. Je pense qu'il faut que les sphères séparées rentrent en contact, qu'il y ait des échanges entre ces deux mondes. Voilà, bon, en plus on est en France, c'est-à-dire que l'université est totalement fermée à toutes les questions de type théologique, religieuse, etc. Sauf à Strasbourg où j'enseigne, où il y a comme des facultés de théologie, un département d'études juives fondé par André Neher. C'est un cas particulier, l'Alsace est spécial, mais même là, je sens cette scission, cette séparation entre le monde des yeshivot et le monde universitaire. Et il faut tout faire pour briser ce mur-là, pour que les deux approches se rencontrent, échangent, dialoguent et se fécondent l'une l'autre. On a tout à gagner à ce dialogue. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a deux mondes différents, un qui est dans l'immanence, on va dire, dans l'histoire, et l'autre qui est dans la transcendance. Et que, par définition, les deux concepts se repoussent. Il faut trouver le pont, il faut trouver le lieu où les deux se rencontrent. C'est montrer à la fois... Bon, j'ai essayé de montrer que la Torah dit vrai historiquement, ce qui apporte quand même quelque chose d'important. Et bon, ça n'affecte pas le sens fondamental, le sens spirituel de la Torah. Au contraire, ça lui donne un surcroît de réalité et de vérité. Voilà, tout ce que l'on trouve donc dans votre recherche. Moïse l'Insoumis, Jacob Rokosinski. C'est une enquête, moi j'estimais que, bon, à un moment donné je dis roman historique, je pense que ça devrait pouvoir se lire comme un roman. Voilà, effectivement, ça se lit. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que le titre Moïse l'insurgé et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci beaucoup pour votre attention. The Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land.